Bienvenue dans le 56cast que cette semaine nous ferons avec Sofian, bonjour. Bonjour, ça fait toujours plaisir. Tristan Lito, bonjour. Oui, bonjour. Wow. Je reconnais pas bien ta voix, Erwan. Cette opération, ça s'est pas bien passé? Oh, c'était compliqué. Cette semaine, on va dégoogliser Internet. Ouais. Parce que ça commence à bien faire. À un moment, il faut prendre les devants. Et nous allons parler de Groove Shark, le site de requins musicaux qui a un petit peu des problèmes en ce moment. Et aussi dans le potager du web, nous allons parler des personnages qui prennent le pouvoir dans votre ordinateur. Faites attention, c'est extrêmement dangereux et ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Mais de quoi on va pas parler, Sofian? Microsoft a mis au point un clavier pour montre connectée. On trace les lettres une par une avec le doigt sur l'écran de la montre. Ça s'appelle une innovation digitale. Ah, pour une fois que c'est bien utilisé. Non mais alors attends. Ça c'est pas eux qui ont dit que c'était une innovation digitale. C'est nous. Non. Oui, bah oui, je sais bien, parce que nous, mais on sait de quoi on parle. Ouais, bah voilà. Mais donc c'est pas eux qui l'ont bien utilisé. C'est une bonne blague de nous, non, parce que je tenais à remettre les choses à leur place. Eux, c'est nul ce qu'ils font. Le truc là, c'est nul. C'est toujours mieux que de se trimballer avec un gros clavier sous le coude pour pouvoir... Ouais, c'est sûr. Non, pour avoir un clavier sur le bras entier. Ouais, non. Ah si. Si. Non, on tue l'idée. Si. C'est un nom sommaire. Hein. D'accord. Netflix a publié des statistiques sur la qualité de la connexion de ses utilisateurs à travers le monde. Et ça ne vous intéresse pas, mais en Europe, c'est la Suisse et la Belgique qui vont le plus vite. On est content. Voilà. Ouais. Enfin, surtout si on habite en Suisse ou en Belgique. Voilà. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, donnait une conférence récemment sur la place des femmes dans le monde informatique. Vaste programme. Et quand on lui a demandé que conseillez-vous aux femmes qui n'osent pas demander une augmentation, je pense que ça vaut ailleurs du monde informatique aussi. Hein. Oui. Donc là où il aurait dû répondre, eh bien, osez demander. Mais oui, bah, pourquoi? Allez-y, go. Pensez-vous. Allez. Et lui, il a répondu, je cite, le problème n'est pas vraiment de demander une augmentation, il s'agit davantage d'avoir confiance en notre système pour récompenser votre évolution et vos efforts au moment venu. Ouais, donc ça viendra tout seul, quoi. Voilà. Ouais, surtout ne demandez pas. Surtout ne demandez pas. Ne pas demander d'augmentation est une sorte de super pouvoir qui confère un bon karma et ça reviendra au moment venu. Venu. C'est juste énorme. Je pense que dans le genre foirage ultime, c'est que ça met le niveau, mais après, la taille au-dessus, c'était quoi? C'était genre, les femmes ne demandaient pas d'augmentation et retournaient à la cuisine. Je pense que c'était le cran au-dessus. On n'en était pas loin. Et après, je pense qu'il aurait pu demander le numéro de téléphone de la nana qui posait la question. Je pense que c'était vraiment le genre, c'est quoi ton 06 bébé? Tu vois? C'était là, il avait la totale. En fait, il avait fait petit joueur. Il voulait faire politiquement correct. C'était déjà pas mal. Il s'est excusé, il a dit, soi-disant, c'est pas ça qu'il voulait dire. J'aime beaucoup les femmes. Il s'est mal exprimé. Surtout D'ailleurs, il en a une. Oui, d'ailleurs, j'en ai une. Bon. Du côté de Facebook, c'est une révolution absolue. Les stickers ne sont plus limités à la messagerie. Maintenant, on peut mettre des stickers sur la page des événements, la page des groupes, et voilà. Faut vraiment que j'essaye ce site. Ça marche, ça a décollé un peu. Les stickers? Facebook. T'en sais Je rien, le sens tu pas dis du tout. Allez, la suite. L'ICANN, l'organisation qui gère l'attribution des adresses IP et des noms de domaine de premier niveau dans le monde entier, on connaît un peu, qui est basée en Californie, de droit californien, mais pas pour longtemps, selon son patron. L'indépendance sera mise en place en 2015. Bon, ça fait 5 ans que ça doit être l'année prochaine. Oui, on verra bien. Voilà. Et la traditionnelle non-news dont on a lu que le titre est On n'a rien compris. E-publicité, 2 points. Addictive veut monter en compétence sur le moment advertising. Je pense que c'est les publicités qui se déclenchent à un moment et pas celles qui se déclenchent tout le temps. Un truc comme ça. Pas celle qui se déclenche après que tu sois passé. Voilà, celle qui arrive au bon moment. Ouais, voilà. Au moment où tu regardes. C'est un vrai business model. Ah, c'est un concept, hein. Bon, l'actu. L'actu, c'est que Groove Shark, ils sont dans la merde, c'est ça? Oui, ils sont bien enfoncés là. Ça fait un bout de temps en fait. Hein. L'impression que c'est genre j'ai dû faire 7 chroniques, je pense, sur Groove Shark depuis qu'ils ont leurs ennuis judiciaires. C'est un peu ton marronnier à toi, quoi. C'est un peu mon marronnier à moi, malheureusement. Voilà. Bon, cette fois-ci, ils sont quand même pris un sérieux coup. C'est un juge de New York qui a statué, qui a dit que Groove Shark, oui, était coupable de multiples infractions au copyright. C'est la suite d'un procès qui a été lancé en 2001-2002, notamment par Universal. L'ensemble des gros labels se sont greffés là-dessus. Et voilà, là, c'est un jugement première instance. Groove Shark a annoncé son intention de faire appel, mais ça commence vraiment à sentir pas très bon pour eux. Après, c'est une affaire un peu complexe parce que Groove Shark, c'est quand même une boîte bizarre dès le début. On sait jamais trop s'ils défendent des choses, s'ils défendent des vraies
vraies idées de liberté ou si c'est juste des gens qui profitent des failles pour se faire de l'argent et ils ont déjà licencié beaucoup de gens de façon pas très jolie. Ils repoussent beaucoup de choses. Enfin voilà, ils sont pas clean. Mais jusque là, ils s'abritaient derrière le fameux Safe Harbor du Millennium Copyright Act qui dit que les services de streaming tels que Groove Shark en fait sont des plateformes qui sont pas responsables du contenu qui circule sur la plateforme. Elles sont diffuseurs, elles sont pas productrices de ces contenus. C'est un petit peu comme le statut de l'hébergeur. Exactement, c'est le statut de l'hébergeur et c'est le même statut que YouTube a utilisé. D'ailleurs, il y a un petit parallèle entre YouTube et Groove Shark, c'est que Groove Shark disait non mais nous c'est nos utilisateurs qui postent de la musique. Donc sur Groove Shark, à la différence de Deezer et Spotify et tous les autres, n'importe quel utilisateur qui est inscrit peut uploader sa propre musique qui nourrit la base musicale, ce qui fait que Groove Shark pendant très longtemps a eu une base musicale qui était largement supérieure à celle de Spotify ou Deezer, 20 millions, 30 millions de titres. Et encore aujourd'hui, on trouve sur Groove Shark des choses qui sont plus dans le commerce du tout, qui sont pas sur les sites de streaming, qui sont pas téléchargeables légalement. Et c'est un très bon moyen pour découvrir de la musique, pour écouter de la musique. Et donc sur ce point-là, en fait, ils ont donné accès à énormément de choses dans l'esprit du premier peer-to-peer, des choses très partageurs, etc. Donc il y a quand même beaucoup de positifs. Mais du coup, comment ils faisaient pour payer les droits de tous ces trucs qu'ils n'avaient pas négociés en amont? Ils payaient pas vraiment les droits. Ils avaient essayé de discuter, quand ils se sont lancés avec un site de streaming, en fait, ils ont essayé de discuter avec tous les labels et on leur a dit non, vous êtes trop petits, on les a un peu laissés mariner comme ça. Et du coup, ils se sont dit, on ouvre. Et c'est les internautes qui vont constituer notre base musicale, qui vont nous rendre très très forts. Et à partir de là, on ira discuter avec EMI, Universal, Warner, etc. Ils avaient d'ailleurs discuté avec EMI. Ils avaient signé un contrat avec EMI qui malheureusement a été dénoncé par EMI parce que Groove Shark n'a rien payé pendant 2 ans. Et donc ils sont distraits. Ils sont super distraits. Mais peut-être une phobie administrative. Hein. Voilà, peut-être une phobie administrative. On n'est pas à l'abri comme ça tombe d'un coup. Hein. Non mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la même stratégie que YouTube en gros a utilisé. Au début de YouTube, il n'y avait rien de légal dans tout ça. Ils étaient dans cette zone qui n'est pas illégale, mais qui n'est pas légale parce qu'ils n'avaient pas les licences. Et les internautes postaient de la vidéo avec de la musique. Et à partir du moment où YouTube est devenu ce géant total qu'on ne pouvait pas débrancher, les maisons de disques ont accepté de négocier. Il y a eu des contrats qui se sont créés, etc. Et maintenant, on en arrive à ce que YouTube va ouvrir un service de streaming qui est basé à partir de ce que les internautes postent. Donc voilà, c'est assez intéressant. Groove Shark n'a pas réussi à atteindre cette taille-là, ou alors ils sont moins bons en termes juridiques, etc. Et donc voilà, donc ils sont un peu dans ce trou-là. Alors le gros problème qu'ils ont, c'est que c'est les dirigeants de Groove Shark qui sont aussi très attaqués dans cette histoire, parce que ont été retrouvés des mails internes de Groove Shark où les dirigeants demandaient à leurs salariés de poster eux-mêmes de la musique pendant leur week-end, sur leur temps libre entre le barbecue, mettre de la musique eux-mêmes. Donc à partir de là, l'équipe du site, c'est des internautes comme les autres. Hein. Et les dirigeants eux-mêmes ont posté des dizaines de milliers de morceaux, etc. Donc en fait, ils se sont rendus eux-mêmes coupables de contrefaçon, copyright, etc. Donc ils ont biaisé leur principe de départ, et à partir de là, devant la justice, ils sont complètement tombés, le safe harbor tombe, ils peuvent plus tellement se défendre. Donc voilà, il y a un appel quand même, on continue à suivre cette histoire, je reviendrai faire une chronique pour expliquer la fin de Groove Shark. Ils ont des copies du mail sur Torrent Freak, c'est ça? Ouais, sur Torrent Freak, il y a des copies du mail, et il y a aussi tout le jugement aussi qui est disponible maintenant. Téléchargez autant de MP3 que possible et ajoutez-les dans le dossier que vous partagez sur Groove Shark. Il n'y a aucune raison que quiconque ne soit pas capable de faire cela d'ici lundi. Voilà. En gros, sinon vous êtes viré. Donc voilà, c'est vraiment une boîte bizarre, Groove Shark. Mais le principe d'avoir un site, parce que la plateforme technologiquement est plutôt bien faite, et le principe d'avoir un service de streaming où tout le monde peut échanger sa musique en dehors des considérations commerciales, pour l'échange de la musique, pour la culture, c'était précieux, mais voilà, ça sera YouTube qui va emporter le magot, voilà, avec la surcouche commerciale qui s'est greffée dessus, c'est un peu triste. Donc a priori, ils font appel. Ils font appel, c'est pas gagné-gagné, mais ils font appel. Tu nous feras l'épisode suivant. Exactement. Merci, c'est une très bonne conclusion pour enchaîner sur un ordre alphabétique. Absolutely. Academy. Accelerate. According comes. Accurate. Across. Action. Actions. Actually advance. Adventures. Vice. Afraid. After. Again. Against. Agreement. Ahead. Alderaan.
Cette vidéo géniale, c'est l'épisode 4 de Star Wars, Un Nouvel Espoir, compressé en 43 minutes de dialogue. Ils ont gardé que les dialogues, ensuite ils ont découpé en mots avec un logiciel spécial qui découpe les phrases. Et ensuite ils ont reclassé les mots par ordre alphabétique. Donc il y a 208 fois A, et puis ensuite c'est comme ça jusqu'à Z. Et c'est l'œuvre du génie psychopathe Tom Murphy 7 de son pseudonyme sur Internet. C'est un peu peur, effectivement. Ouais, c'est gravissime. Il est un peu... Voilà. Par contre, c'est moins facile à suivre, j'ai l'impression, non? Oui, l'histoire est confuse tout d'un coup. Sauf si vraiment t'es branché dictionnaire. Là, tu prends ton pied, quoi. Je sais pas, mais quand tu l'as vu 3 fois, je pense que tu situes bien. Et c'est l'heure du quartier libre. On a perdu Sofian au passage, il nous a prié de l'excuser, il avait son cours de dressage de licorne, hein. C'est pas tous les jours qu'il pouvait le caler, là c'est seulement quand les licornes sont de bonne humeur qu'il peut les monter. Donc, oui, et puis là, la licorne a appelé, elle a dit que c'était bon, alors voilà. bon, j'ai dit vas-y. Donc fallait que ce soit pendant l'enregistrement. Fonce, c'est ton jour. On le pardonne. Hein. Ouais. On lui a dit seulement s'il mettait une vidéo sur YouTube après. On compte sur lui. Et donc on parle de quoi maintenant? Et pendant ce temps, on parle de quoi? Eh bien, c'est toi qui vas nous parler d'une petite histoire de Gaulle, c'est ça? Ouais. Nous sommes en 2014 après Jésus-Christ et toute l'étoile est occupée par des services centralisés. Toutes? Non. Une communauté peuplée d'irréductibles libristes résiste encore et toujours à l'envahisseur. J'adore leur illustration, c'est vraiment super. Donc c'est les petits gars de Framasoft qui ont lancé une initiative qui s'appelle Dégooglisons l'Internet. Alors vous pouvez aller voir sur dégooglisons-internet.org. C'est super bien fait, c'est didactique. Et l'idée, c'est un peu dans la ligne de la décentralisation dont j'ai parlé déjà à plusieurs reprises ici, de dire au lieu de mettre toutes nos données dans quelques silos, d'autant que ces silos, ils ont tendance à se racheter entre eux, voilà, et qu'à la fin, il doit en rester qu'un, comme dans le film là. En fait, ils disent que c'est pas bon pour nos libertés, que c'est pas bon parce que. En plus, on leur fait pas super confiance. En fait, on peut avoir une confiance plus ou moins limitée suivant la crédulité qu'on a. Et puis depuis, il y a eu Snowden qui nous a prouvé que, en fait, ça servait à rien parce que plus l'internet est centralisé, plus c'est facile pour la NSA de se brancher sur ces silos et de pomper nos données directement depuis les silos plutôt que de nous espionner nous directement. Ils vont nous espionner via Google, Facebook et là où on a mis les infos, quoi. Exactement. Donc Framasoft, avec leurs petits bras musclés, ils ont décidé de faire quelque chose avec Dégooglisons Internet et ils ont en fait dressé la liste des principaux services centralisés et petit à petit, ils ont commencé depuis 2011, mais ça y est, maintenant ils viennent de créer vraiment un projet qui recouvre l'ensemble de leur travail, c'est de dire ces services, un par un, on va proposer une alternative qui est basée... Juste sur la forme, c'est super mignon parce que donc c'est une carte. Oui. Avec qui est la carte d'Astérix en fait, où tous les camps des Romains, c'est des services centralisés, notamment de Google et autres. Il y a Facebook, Dropbox et compagnie. Puis il y a Skype. Enfin bon, il y en a plein. C'est super joli. Et ouais, leur visuel est super bien. C'est-à-dire que c'est là que c'est intéressant. Les services, ils sont libres, ils sont gratuits, ils sont faciles à utiliser parce qu'ils ont bien travaillé l'ergonomie. Ils reprennent des logiciels libres. Ils ont une charte éthique qui est attachée à ces services. Donc ils sont par exemple, ils s'interdisent de faire du data mining et d'espionner en fait vos comportements sur les services. C'est quoi du data mining déjà ? Le data mining, c'est quand on va fouiller des grandes quantités de données pour essayer de déterminer des profils et des tendances dans cet océan de données. Donc c'est ce que font tous. C'est comme ça qu'on a des services gratuits. C'est que en fait les grandes sociétés font du data mining et savent tout sur nous et revendent ces données à des annonceurs. Et ben justement, Framasoft s'interdit de faire ça et petit à petit ils prennent des services les uns après les autres. Et puis ils proposent des alternatives libres qui sont hébergées chez eux. Alors ils ont commencé par un truc qui s'appelle Framapad, donc qui est le logiciel libre Etherpad qui tourne sur un serveur. Ils le font tourner sur leur serveur. Et ça, on en avait parlé quand ils avaient levé des fonds pour en faire une version 2 surpuissante qui soit un peu un Google Docs. Exactement, donc c'est concurrent de Google Docs, ça le sera à terme
Pour l'instant, c'est quand même un logiciel différent. Moi, je suis totalement fan et j'utilise au quotidien Framapad et Etherpad. C'est vraiment génial. Puis après, ils ont commencé à faire d'autres choses. Donc, c'est pas exclusivement contre Google, même s'ils ont choisi Google pour mettre dans le titre de la campagne. Par exemple, il y a un service que beaucoup de gens utilisent qui s'appelle Doodle avec un D, enfin 2D même, pour choisir soit des sondages, soit trouver une date pour un rendez-vous. Eh ben, ils en ont fait une alternative qui s'appelle Framadat. Et puis après, ils ont fait Framabag, qui est pour lire... Bag Framabag, ouais. Qui est le logiciel libre Wallabag, qui est une alternative à Pocket, qui est pour lire sur le mobile. Et puis Framanews, qui est une alternative à Google Reader. Framasphere, qui est le logiciel Diaspora, qui est un réseau social, donc qui pourrait être un remplacement à Facebook. Et puis il y en a plein d'autres dans le futur qui vont arriver. Ils ont fait carrément une longue liste. Donc, le but, c'est d'avoir un truc à répondre à chacun des services. Exactement. Et les faire héberger chez eux. Et puis aussi encourager d'autres services qui pourraient aussi les héberger. Ils veulent pas remplacer Google, ils veulent montrer qu'une organisation petite peut, donc qui peut essaimer un peu partout, peut héberger ce genre de service. Et ça, c'est et que pour ceux que ça intéresse, cool. si on cherche, on trouve quoi. Exactement. Et ce sur des trucs complètement incroyables, genre les pétitions de Havas. Bah, ça aussi, c'est centralisé. C'est bien, mais c'est centralisé. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas des alternatives? Dropbox, Skype, etc. Toujours à base de logiciels libres. Il y aura du Framatou. Du Framatou? Oui. Il y aura un matou. Ça y est, c'est les poils, ça la reprend. Ah, c'est vachement bien. Est-ce qu'ils ont une alternative pour les trucs de chat? Eh ben écoute, je crois qu'il faut soumettre l'idée. Et ouais, une sorte de cute overload du libre. Ah ben voilà. Ah mais je vais faire ça. Eh bien, allô, Framasoft, si vous entendez. Non, je disais juste que comme il y aura tout chez Framasoft, ça fera un Framatou, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Exactement. C'était pas terrible. Mais si, c'est pas grave. C'est gentil. Conclusion, moi j'ai trois choses que je recommande. Premièrement, c'est que là, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, essayez les services. Et ça, c'est la première chose. Vous allez voir, ça marche. C'est génial. Moi, je trouve personnellement que, par exemple, Framadat à la place de Doodle, il y a moins, c'est pas blindé de publicité. Du coup, c'est quand même beaucoup plus reposant. Oui, c'est pas parce que c'est libre et c'est fauché que c'est pouilleux, quoi. Non, au contraire, c'est mieux. Faut vraiment les utiliser pour se rendre compte comme c'est reposant, quoi. Exactement. Deuxièmement, parlez-en autour de vous et utilisez ces outils quand vous collaborez avec d'autres, plutôt que d'utiliser Doodle et Google Docs, etc. Essayez Framapad, Framadat et compagnie. Et puis, troisièmement, comme c'est gratuit et que ça n'est pas financé par la publicité ou par l'espionnage de vos données, eh bien, donnez un petit peu de sous à Framasoft. C'est soutenir.framasoft.org. Et parce qu'il vaut mieux donner un tout petit peu d'argent, mais juste quelques euros par-ci par-là, ça suffit pour payer les trucs et ça évite au moins de se faire pomper ces données personnelles qui, elles, n'ont pas de prix. Voilà. C'est tellement beau ce que tu dis. Ouais, moi-même, je suis un petit peu ému. C'est très gnangnan à dire, mais en même temps, c'est très vrai. Ah non, pour moi, la liberté n'a pas de prix, et donc, ça faut donner un petit peu d'argent pour la préserver. Mais ouais, en tout cas, aller faire un tour sur la carte, à chaque fois, il y a le petit lien de. Ils sont super bien au niveau. C'est du marketing libre, c'est vachement sympa, en fait. C'est hyper pédagogique et tout. Oui, t'as des petits symboles, là où on est en train de construire une alternative, là où on en a déjà une et tout, et puis les petits camps romains avec. Puis t'as les dessins de Stallman qui est en train de faire sa potion magique aussi, moi j'adore. Franchement, je pense. Non, c'est vraiment un coup de maître, quoi. Donc à soutenir absolument. Ok, eh bien merci beaucoup. Donc sur soutenir.framasoft.org et dégooglisons-internet.org. Et maintenant c'est l'heure du potager du web. Aujourd'hui, on va cultiver un truc qui vient tout droit du passé. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? T'avais vu ça? Non, ça me dit rien. Oh, bon bah alors d'accord, donc nous avons ici la seule personne au monde qui n'avait pas vu ça sur internet.
Moi, pour le retrouver, j'avais cherché Desktop War, donc la guerre du bureau, mais en fait, ça s'appelait Icon Story. Et c'est tellement vieux, en fait, qu'on a du mal à le dater, puisque à l'époque, il n'y avait pas YouTube. C'est une époque dont on a du mal à se souvenir comment on faisait avant YouTube. Moi, à chaque fois que je me demande, je ne sais plus. En tout cas, YouTube a été créé en 2005, et l'arrivée d'Icon Story date de au moins janvier 2013 sur les sites du type Newgrounds et Coreus, les sites où on avait des animations en flash. 2013 2003. J'ai dit 2013 ? T'as dit 2013. Moi, je suis absolument désolée. Non, tu as 10 ans d'avance, c'est formidable. Ouais, pour moi, 2003, c'est tellement loin que tu vois, j'ai mon logiciel qui corrige automatiquement la place comme ça. ouais, donc 2003, janvier 2003. Voire décembre 2012, en tout cas c'est là que ça a explosé. Et donc à l'époque c'était pas une vidéo, parce que maintenant on se passe des vidéos sur YouTube, mais à l'époque on se passait des animations flash en .swf. Et sur les forums ça donnait des discussions du genre eh mais ça s'ouvre avec quoi ce fichier bizarre ? Puis l'autre qui répond bah Internet Explorer. Mais non, mais moi je suis sur Netscape, comment je fais ? Bah rouvre Internet Explorer 2 minutes. Bon d'accord, mais alors juste 2 minutes, hein. Après je l'ouvre plus jamais. Non c'est vrai, j'ai retrouvé des discussions comme ça qui dataient de 2003 tout à l'heure, ça m'a éclaté. Et donc, donc cette animation avait cartonné. Et ensuite, il y a un autre mec que ça a inspiré et qui a fait une animation du même genre en 2006, qui s'appelle Alan Baker. Et un peu sur le même concept, donc les éléments graphiques du PC qui commencent à prendre vie, qui interagissent entre eux, qui se font la guerre, mais avec un peu plus de scénario. Alors lui, son histoire, c'est donc il est le mec qui a fait le truc Alan Baker. Il se met en scène lui en train de dessiner un personnage dans le logiciel Flash et le personnage se rebelle contre son créateur. C'est pour ça que ça s'appelle Animator vs Animation, l'animateur contre l'animation. Et le petit personnage prend absolument tous les éléments à sa disposition et les transforme en flingue. Il casse tout en fait et il fait péter la fenêtre. Voilà, ils se battent tous les deux avec les outils du logiciel l'un contre l'autre. Donc c'est super inventif et il a fait une suite en mai 2007 qui s'appelle Animator vs Animation 2. Bon, à partir de là c'est plus facile à suivre parce qu'il a un compte YouTube sur lequel il les a toutes mis, Alan Baker. Et donc dans le numéro 2, l'animateur qui cherche un petit peu à faire un défi fait un personnage qui est plus dur à battre et il l'appelle au moment de nommer son clip dans le logiciel Flash, il l'appelle The Chosen One, donc l'élu. Et du coup, comme il l'a appelé comme ça, le personnage devient tellement fort qu'il galère à le battre et qu'il va ouvrir le chat d'AOL. Oui, c'était à l'époque où on chattait sur AOL, pour demander conseil à un ami développeur. C'est un peu l'avis du public. C'est l'avis de l'expert. Qu'est-ce que je fais ? Il est trop fort. C'est le bordel dans mon ordinateur. Et là, il casse aussi la fenêtre d'AOL. Et donc, on peut plus discuter avec l'ami développeur. Et il va falloir trouver autre chose. Et du coup, à la fin, il finit même par passer à Avast pour essayer de l'enlever avec un antivirus. C'est vachement bien. Il est en panique complète. Ensuite, grosse pause, on range ses animations dans les tiroirs du vieil internet et puis on a cru qu'il était passé à autre chose parce qu'on n'a pas eu de nouvelles pendant des années. Et il a fait un retour surprise en octobre 2011 avec Animator vs Animation 3. Alors là, ça commence à être du sérieux, la vidéo fait plus de 8 minutes, donc en fait je pense qu'il a bossé pendant 3 ans pour nous faire son retour qui dure 8 minutes. Et il y a quand même une bataille épique au milieu des cartes du solitaire et à l'intérieur du démineur avec les bombes qui pètent quand le personnage marche dessus et tout, donc c'est vachement bien. Après, grosse pause, on croyait que c'était de nouveau fini, et là on est en octobre 2014, c'est-à-dire maintenant, et c'est de nouveau le retour d'Animator vs Animation. J'ai halluciné quand j'ai vu ça, donc c'est le numéro 4 qui vient de sortir sur YouTube, et cette fois il fait 13 minutes 36. Il y a un gros saut dans la qualité, donc c'est de la HD, et ça commence par un plan sur l'ordinateur où on voit les mains du vrai type en train de dessiner sur sa tablette graphique le personnage. Donc t'as des plans IRL. Ensuite le personnage prend vie, bien entendu, il va se balader sur internet, il rencontre d'autres petits personnages, il se bat contre eux, et puis il finit par se rebeller. Et ce qui est cool en fait, c'est que au fur et à mesure
du travail d'Alan Baker là depuis 2007, il utilise tu suis l'évolution des usages, c'est-à-dire que là il te fait un retour dans le passé quand il utilise le chat d'AOL et tu dis je me souvenais plus qu'on utilisait ça à l'époque pour chatter, et là aujourd'hui t'as le petit personnage qui va à l'intérieur de Facebook pour foutre la merde, pour mettre des commentaires de merde chez ses amis, et du coup il s'engueule avec tous les gens sur les réseaux sociaux à cause du petit personnage, et il se glisse dans iTunes et il trouve une sortie secrète. Voilà, là il écrit des saloperies. Et là, il est retiré dans iTunes, dans l'ordinateur, et il en ressort sur l'iPhone. Non! Mais où est-ce qu'il est? Ah, il est caché sous le fantôme de Snapchat. Et après, la bataille continue dans l'iPhone et il pète tout dans l'iPhone. Et ça dure comme ça pendant 13 minutes et franchement, c'est vachement bien. Regardez-le, il y a un super scénario, il y a des rebondissements, il y a de l'émotion. À la fin, ils collaborent, ils sont les meilleurs amis pour la vie et tout, sans vouloir trop spoiler. Enfin, Non, trop tard! Mais non, qu'est-ce que t'as fait? Non! Je suis désolée, mais c'est la première fois qu'il y a un scénario aussi élaboré, quoi. C'est comme d'habitude, tu ouvres une vidéo en te disant j'ai 30 secondes devant moi et tu t'es même pas rendu compte que la vidéo durait 14 minutes et puis... C'est incroyable, et tu te retrouves à faire une chronique sur 56 castes. Exactement. Et bien quand même, le type, c'est un grand malade, parce que ça fait donc 11 ou 12 ans qu'en fait, il creuse son sillon, quoi. Mais c'est dingue. Au début, avec un boulot de fou à la clé, en plus. Ouais, c'était un petit truc vite fait, et en fait, il approfondit au fur et à mesure, donc je pense qu'il va passer au long métrage à la prochaine fois. Ouais, et à un moment, ça va sortir au cinéma, quoi. Moi, je vous dis, c'est pour ça que je défends l'Internet. C'est vrai que c'est beau. Et c'est pas pour les... Attends, je révise. C'est pas pour les ours qui se baignent dans une piscine que tu défends l'Internet. Ah bah si, moi c'est pour la diversité des trucs qu'on va y trouver. Alors après que ce soit des petits bonshommes ou des ours. Vas-y, parle-moi de tes ours là. Oui, on va passer le truc des poils, comme ce qui fait comme ça. Mon truc des ours, c'est qu'il s'appelle Georges et qu'il est dans le centre de rescue, de sauvetage des animaux d'Asie qui se situe au Vietnam et qu'on lui a donné une piscine gonflable et qu'il aime beaucoup. Elle n'est pas gonflable d'ailleurs. J'ai cru que c'était Georges Clooney à Venise, moi, au début. Ouais, c'est vrai qu'on confond. Il y a de l'eau, il y a Georges. Il a picolé, Georges. Il est vachement bien. Et puis là, on dirait que... Voilà, c'est tout. Non, mais c'est bon. Vive l'Internet. Eh bien, merci, mon cher Tristan Lito, et puis à la prochaine fois dans le 56 Cast. Au revoir. Salut.